3 résistances et pas opposition. Que pense-t-il sur l'état d'urgence? Que pense-t-il sur l'opération vaccination au Covid-19? Son plan de sortie de crise est-il toujours d'actualité? Édition spéciale ce vendredi 9 juillet, après le journal de 19h, avec Martin Fayoulou Madidi. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Le leader de la coalition Lamoka répondra aux questions de l'heure. Pense-t-il notamment pouvoir encore trouver solution avec Félix Tshisekedi? Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Président élu, résistance plutôt qu'opposition. Pour parler du Congo, état d'urgence, vaccination anti-Covid, coalition Lamoka, tribalisme aussi. Monsieur Martin Fayoulou, bonjour. Bonjour. Comment vous définissez-vous aujourd'hui ? Mais je me définis très simplement comme le peuple congolais me définit. Je suis le président élu de la RDC. J'ai été élu président de la République à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. C'était il y a 3 ans, en 3 ans ou depuis 3 ans. Vous n'avez toujours pas ce qu'on disait pour Étienne Tshisekedi à l'époque. L'impérium, est-ce que vous ne pensez pas plutôt aux prochaines élections qu'à cette élection présidentielle que vous dites volée? Tout à fait, vous avez raison. Je pense à l'élection de 2023. Vous savez, quand vous quittez une élection, tout de suite après, le lendemain, vous préparez la prochaine. Et je suis dans cet état d'esprit. Vous parlez de l'impérium. Effectivement, je n'ai pas d'impérium. Et vous savez pourquoi? Parce que les ennemis de la République ont voulu que ça soit ainsi, parce que ces pays doivent être recolonisés. On a besoin des Congolaises et des Congolais qui n'ont pas de personnalité, qui n'ont pas de compétences avérées pour se jouer du Congo. Mais le peuple congolais est averti. Le peuple congolais est aujourd'hui aguerri et il ne laissera plus faire. Donc, c'est comme ça que j'ai présenté la proposition de sortie des crises. Et vous le savez très bien. Cette proposition de sortie des crises, dès que nous avons terminé l'élection, on a fait la proclamation. Le 8 février 2019, j'ai fait la proposition de sortie des crises à l'Union africaine. J'ai réitéré la même proposition le 8 février 2020 et le 6 février 2021 à l'Union africaine. Je voyageais partout, à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, avec cette proposition. Personne ne vous a écouté? Personne ne m'a écouté, mais le peuple congolais m'a écouté. Et c'est comme ça que j'amène petit à petit le peuple congolais aux élections de 2023. On va revenir sur votre proposition de sortie de crise. Vous dites que certains, je suppose étrangers, veulent à la tête de ce pays, des gens un peu moins instruits peut-être. Enfin, je ne veux pas, je suis pas en mesure de répéter tout ce que vous venez de dire. Mais vous, qui en savez plus que les autres, qu'avez-vous fait alors qu'en 2018, on parlait beaucoup d'organisation des élections? On va arriver sur la réforme de la CENI actuelle. Qu'avez-vous fait à l'époque pour que on ne puisse pas vous voler cette élection? Aujourd'hui, Félix Tshisekedi peut dire « Je n'ai pas triché, j'ai été élu, moi-même, ayant recueilli les chiffres, je pense avoir gagné ». Est-ce que vous avez, ou vous êtes en mesure de prouver, de démontrer le contraire? Ah bien sûr, Christian Lussakweno, pour vos auditeurs et vos téléspectateurs, à la fin de cette émission, je vais vous sortir des procès-verbaux ici pour plus de 13 millions de voix. Vous allez être témoin et vous pouvez les filmer. OK? Mais ça a été démontré. Nous avons amené des procès-verbaux à la Cour constitutionnelle. Mes avocats les ont amenés. Vous dites qu'est-ce que nous avons fait pour que l'élection ne soit pas volée? Mais nous avons fait ce que le peuple congolais a dit. Le peuple congolais nous a dit, s'il vous plaît, beau trahir, bissoter, ne nous trahissez pas. C'est que nous voulons de vous que vous ayez un candidat commun. Et nous allons soutenir ces candidats communs. Et nous l'avons eu, ces candidats communs. Et rappelez-vous... La coalition Lamoka. Que les changements s'appellent aujourd'hui Martin Fayoulou. Rappelez-vous, nous avons eu la coalition Lamoka. Mais
il y a des gens qui ont pensé autrement et qui ont décidé de tuer cette coalition. Mais heureusement que le peuple n'est pas tué, parce que la coalition Lamuka, c'est un état d'esprit, c'est le peuple congolais, c'est le peuple qui l'a voulu, et nous continuons. Donc, nous avons eu cette coalition et nous sommes allés aux élections et nous avons gagné. Et nous avons des preuves. Et nous avons amené des preuves à la Cour constitutionnelle, des PV à nous. Et c'était à la Cour constitutionnelle d'amener les PV que nous avons recueillis, les PV des bureaux de vote, les procès-verbaux des bureaux de vote, que la Cour suprême, la Cour constitutionnelle devait avoir. Et la Cour, qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle devait confronter les PV que nous avons présentés avec ces PV. Mais le juge Corneille Wassenda était très clair que la partie donc, de celui qui réclame qu'il a été élu a amené des procès-verbaux. Il fallait que l'autre partie demande un temps pour vérifier ces procès et la Cour n'a pas fait. Il n'y a pas de justice. C'est ça le problème. Mais demain, nous voulons qu'il y ait justice dans ces pays. La coalition Lamuka, puisque vous en parlez, à la coalition Lamuka, il y en a qui aujourd'hui, puisque la coalition Lamuka, il le rappelle, n'avait que pour but de prendre pour exercer le pouvoir, il y en a qui ont rejoint Félix Tshisekedi. Est-ce qu'ils n'avaient pas les mêmes résultats que vous? Est-ce qu'eux, à la différence avec vous, ne sont pas passés à autre chose, ne sont pas plus en phase avec la réalité? Vous avez répondu presque à votre question. Ces amis qui étaient avec nous hier ont revendiqué la victoire, notre victoire. Rappelez-vous, paix à son âme, qui a dit qu'on ne prend pas une main sale quand on tend la main. C'est le regretté Pierre Lumbi, d'heureuse mémoire, qui a dit ça. Il n'était pas directement de mon parti. Donc c'était entendu, compris, décidé de commun accord. Et nous avons fait toute cette campagne, même à l'extérieur, avec tous les amis. Mais maintenant, et c'est pour ça que je parle des néo-colonisés, nous revenons encore, le 30 juin vient de passer et Lumumba a dit que l'histoire de notre pays s'écrira dans ces pays. Et aujourd'hui, il y a des gens qui viennent vous dire, écoutez, faites ceci, faites cela, et vous acceptez. Même quand vous n'êtes pas convaincu, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Les amis qui sont partis sont contents aujourd'hui là où ils sont? Vous voulez une voix, unique, ok? Vous voulez que ça, ou bien nous sommes en démocratie où les idées peuvent se confronter et puis vous allez vous présenter devant le peuple avec vos idées et puis le peuple décide. Ceux qui sont partis pour la création de l'Union sacrée, je ne sais pas pourquoi ils sont partis. Est-ce qu'ils ont été motivés pour le bien-être de la population? Est-ce qu'ils ont été motivés pour l'avancement de ces pays, le développement de ces pays? Est-ce qu'ils ont été motivés par un État organisé, un État fonctionnel, ou ils ont été motivés par autre chose? Ils ont dit qu'ils ont été motivés par le fait que la coalition Lamuka avait pour but de changer la gouvernance dans ce pays et qu'ils en avaient l'occasion. Vous en avez vous-même émis, puisque vous parlez tout à l'heure de votre proposition de sortie de crise, vous avez dit vous avez donc seul émis une proposition de crise, c'est eux qui le disent. Dans une proposition de crise dans laquelle schéma il y a de partage du pouvoir, vous prenez les législatives et les réformes, Félix Tshisekedi et le FCC gardaient l'exécutif. Ils ont fait comme vous. Si pour vous ça n'a pas marché, pour eux, ils espèrent que ça marchera. Est-ce que vous pouvez leur reprocher d'avoir fait comme vous et d'avoir eu un autre résultat que vous aujourd'hui? Christian Lusakano, je vous le dis, les GG n'existaient pas. Et on peut arriver à GG, mais il y a témoin. Nous avons été à Bruxelles le 21, le 22 et le 23 mars 2019 avec les amis sud-africains qui nous ont unis dans un premier temps à Pretoria, où nous avons commencé à produire la coalition Lamuka. Donc nous étions ensemble. Et ces jours-là, donc 21, 22, 23, nous avons imaginé cette proposition de sortie de crise. Avec Moïse Katumbi, avec Jean-Pierre Bemba? Tout à fait. Et
Et vous savez, cette proposition de crise a été imaginée avec les Sud-Africains. Mais pourquoi, dans votre proposition de crise, dont vous avez le document ici, il n'est pas marqué coalition Mlamouka, il est marqué Martin Fayulu. Il vous le reproche. Bon, ouais, ils me peuvent reprocher parce qu'il faut trouver une excuse. Et ce n'est pas une excuse. Ça a été fait comme ça parce qu'il y a certains présidents africains qui voulaient être médiateurs. Ils voulaient, venir pour arranger ces dossiers-là. Le premier document, vous pouvez demander à Mbungani. Jean-Jacques Mbungani, le ministre de la Santé. Le premier document, c'est Mbungani qui l'a. On devait l'incorporer dans le document que nous avons signé le 27 avril 2019. Demandez à Mbungani. Avec tous ces points-là, après discussion, il faut créer une institution dénommée au Conseil national des réformes institutionnelles. Nous l'avons fait ensemble. Mais ces présidents-là nous ont dit qu'écoutez, nous allons venir, mais c'est une affaire entre vous et l'autre qui est là. Donc vous deux, et nous voulons que ce soit, et ils nous ont donné un conseil. Mais l'affaire, et quand j'ai remis ces documents pour la première fois à Madame Harriet Baldwin, quand j'ai remis au ministre des Affaires étrangères britannique pour l'Afrique, à l'ambassade britannique, j'étais avec qui? J'étais avec Madame Bazaïba et j'étais avec Adolphe Mouzitou. On représentait tous la Mouka. Écoutez... Madame Bazaïba qui est restée proche de vous, au-delà ou après Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, est-ce que c'était la position de son parti ou il n'y avait pas déjà dichotomie entre elle et la direction du MLC? Madame Bazaïba était ici, comme Pierre Lumbi était ici. Pierre Lumbi devait être là, il n'a pas été. Nous faisions des réunions dans cette salle ici. Tous les soirs, on était en discussion avec les amis. Tous les soirs, on était en discussion avec les amis, on se mettait d'accord. Il n'y a rien qui n'a été fait que les amis étaient d'accord. Un jour, je vais vous sortir tous les documents. La première ou le premier document de sortie de crise est élaboré par Pierre Lumbi. Et ces documents, et quand c'est élaboré, nous sommes au mois de février 2019. Et ces documents, le 23 ou le 27 février 2019, nous le présentons, aux amis américains, Peter Fan, et j'étais là, Pierre Lumbi, Bazaïba, Mouzitou et moi-même. On présente ces documents, on discute. OK? Et M. Peter Fan dit que non, nous les Américains, l'administration américaine, c'est qu'il décide. Je lui dis qu'écoutez, ça c'est l'administration américaine et le peuple congolais décide autre chose. Et puis après, M. Tibor Nagy devait venir ici le 11 ou le 13 février, sous-secrétaire d'État américain. Et moi, je devais aller rejoindre les amis à Bruxelles. Et je suis parti le 8 février. Et le 11 ou le 13 février, je n'ai pas de date exacte. Le professeur Freddy Matungulu a conduit une délégation à l'ambassade américaine pour voir Peter Fan et lui propose un autre document de sortie de crise. Tous ces éléments-là, c'est tangible, c'est signé par tout le monde. Alors, s'il vous plaît, donc, et c'est à partir de ça, et nous, à Bruxelles, avec les autres, nous décidons avec nos amis sud-africains, on se met d'accord sur les éléments des sorties de crise. Donc, quand quelqu'un vient vous dire qu'il n'a pas été au courant, c'est archi faux et c'est totalement faux. Aujourd'hui, vous avez cité M. Matungulu, on peut citer M. Moussa Nyamwisi, on peut en citer d'autres. Vous semblez, avec M. Mozito, être les seuls irréductibles. Ce serez vous les incorruptibles ou ce seraient les autres les plus en phase avec ce qu'est le dynamisme de la politique? Très bonne question. Etienne Tshisekedi est resté presque seul à la fin et avec nous autres. Etienne Tshisekedi avait entrepris des conversations, on a parlé d'Espagne et d'Italie avec Joseph Kabila. Mais vous avez vous-même dit que... Mais Etienne Tshisekedi avait entrepris des conversations d'Espagne. Etienne Tshisekedi diminuait, malade, et que les autres l'ont fait à sa place. J'ai vu Etienne Tshisekedi l'été 2015 à l'hôtel, à Bruxelles.
J'ai été le voir, on a discuté, il y a des journaux écrits, il y a des photos. J'ai discuté avec lui et je sais ce qu'Étienne Tshisekedi pensait. En 2015, est-ce qu'il n'avait pas changé entre-temps, comme Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, les autres, changé d'avis face à la politique est dynamique? Étienne Tshisekedi n'a pas changé d'avis. Étienne Tshisekedi était consistant, conséquent. Étienne Tshisekedi n'a jamais dit que je ne veux pas de discussions avec les autres. Étienne Tshisekedi a dit des discussions, et rappelez-vous, la résolution 2277 donc, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous avons travaillé dans ce sens-là et nous avons eu ces discussions avec la CENCO. Donc, les gens qui ont changé, tout le monde, on peut changer. On a dit, comme on dit en français, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Mais on ne change pas pour changer. On ne change pas pour être compromis. On peut avoir un compromis entre partis, une discussion, parce que quand on dit discussion, ça veut dire que vous n'imposez pas, vos décisions à vous, vos avis, vos propositions, vos points de vue. Mais vous venez, mais vous faites avancer votre point de vue. Oui, mais aujourd'hui, le but pour vous serait de faire avancer votre point de vue. Votre point de vue, c'est votre élection à l'élection. Votre élection à la présidence, votre point de vue, ce serait changer, comme vous le dites, changer le mode de gestion de ce pays pour arriver à cette fin. À quoi êtes-vous prêt aujourd'hui? Certains vous disent, certains propos tenus par Martin Fayulu étant jugés de similaires à ceux portés par le camp de Joseph Kabila, en harmonie ou en discussion. Certains ont même été jusqu'à dire que vous êtes vus. Est-ce que un rapprochement avec le FCC Kabila est possible aujourd'hui? Allons-y pas à pas. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons dire ce qui est écrit dans notre Constitution. Rappelez-vous dans l'exposé des motifs, depuis 1960, que notre pays est confronté à des crises récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est le manque de légitimité des institutions et de leurs animateurs. C'est ça le problème. Donc, pour moi, c'est la légitimité. Quand vous n'avez pas de légitimité, vous le voyez aujourd'hui, quand on n'a pas de légitimité, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut absolument rien faire. Ce que je souhaite, ce que je recherche, c'est avoir des élections crédibles, apaisées, impartiales, des élections où le peuple congolais va reconnaître son suffrage. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a décidé? Je ne veux pas des élections qui se passent et après, un monsieur décide, lui, ce qu'il veut. Ma question c'était, est-ce que pour obtenir tout ça, vous n'allez pas chercher, ou vous ne pouvez pas chercher alliance, puisque stratégie vous devez avoir, vous l'avez dit, pour accéder au pouvoir, avec le FCC Kabila? Non, mais ou avec d'autres. Je ne vous comprends pas. L'alliance, on fait l'alliance pourquoi? On fait l'alliance pour que les choses changent. Oui. Aujourd'hui, vous semblez avoir, sur certains sujets, des propos similaires au camp FCC Kabila. Vous êtes journaliste, ok, des renoms, et vous connaissez l'histoire de ces pays, même l'histoire récente. Les propos que les FCC tiennent aujourd'hui, nous tenons leurs propos ou eux ils tiennent nos propos. Alors ils vous ont rejoint, mais les propos sont identiques. Mais la vérité est têtue. Oui, d'accord, mais d'où ma question, ouais. Parce qu'ils parlent comme vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a moyen de coalition ou de négociation? Est-ce qu'il y a rencontre entre vous deux? Non, il n'y a pas rencontre. Je n'ai jamais vu Kabila de ma vie. Vous entendez? Vérifiez ça. Je n'ai jamais serré la main de Kabila comme ça. Alors, les gens qui racontent des balivernes parce que vous avez des problèmes avec le peuple et vous voulez faire la diversion et vous créez des fake news. Non. Mais moi, je suis un chrétien. Je dis que j'ai l'amour pour tout le monde. Et j'avais dit que j'avais pardonné. Je pardonne à tout le monde. Parce que si un chrétien a deux valeurs, deux seules valeurs, la première, c'est l'amour, et la deuxième, c'est le pardon. Mais maintenant, les gens qui veulent changer, Christian Lusakweno, est-ce que les gens qui veulent changer, si l'FCC voulait changer, est-ce que l'FCC pouvait, au Parlement,
à l'Assemblée nationale et au Sénat, voté la loi sur la CNI, la loi portant organisation et fonctionnement de la CNI, telle que ça a été voté, si ces gens-là voulaient changer. Et vous voyez qu'il y a un problème. Et je vous ai dit que l'union sacrée, c'était une deuxième grossesse du mariage FCC Cash. Et vous le voyez. Mais ce mariage est allé loin, qui nous a donné des jumeaux. Et ces jumeaux, et je l'ai dit, c'est l'union sacrée, comme vous la voyez là, et l'FCC, comme il est là. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réussi à dribbler ceux qui veulent être dribblés, à se dire, voilà, nous sommes au Parlement, nous sommes deux forces. L'FCC Cash est devenu Union Sacrée Cash. Union Sacrée FCC. Union Sacrée Majorité et FCC Opposition, n'est-ce pas? Parce que vous ne voulez pas l'opposition, vous dites vous-même que vous êtes de la résistance. Est-ce qu'aujourd'hui, je pose la question directement puisqu'on en parle, est-ce qu'aujourd'hui Martin Fayulu serait le porte-parole de cette opposition consacrée par la Constitution? Non. Il n'y a pas de porte-parole consacré par la Constitution ou dans la Constitution parce qu'en 2006, on ne l'a pas eu. Et vous savez pourquoi? Non, on ne l'a pas eu, mais la Constitution en parle. Tout à fait, mais j'ai bien dit consacré par la Constitution. En 2006, on n'a pas eu, en 2011 non plus. Aujourd'hui, on peut l'avoir. Mais pourquoi? Ce serait vous? Mais s'il vous plaît, non. Pourquoi? Parce que le Parlement est illégitime. Parce que Félix Tshisekedi n'a pas été élu. On est opposant. Alors, allons-y, s'il vous plaît. Vous avez été élu vous-même, vous avez dit je ne siège pas parce que vous avez été élu président. Vous avez de vos députés qui sont Ados Dombassi et d'autres qui siègent au Parlement. Tout à fait. Alors, le président Etienne Tshisekedi a été élu président en 2011 et nous avons siégé, l'UDPS et nous autres, nous avons siégé. Non, l'UDPS, Etienne Tshisekedi ne voulait pas. Hein. Non, mais écoutez, vous n'avez pas donné de mot d'ordre dans ce sens. Mais s'il vous plaît, on n'a pas donné les mots d'ordre dans ce sens-là. Moi, j'étais député. Il n'y avait pas les députés de l'UDPS, Jacquemain Chabani qui était... Non, oui, mais ils avaient été chassés par Etienne Tshisekedi jusqu'à sa mort. C'est après. Oui. Christian Lusakono. On n'a pas beaucoup de temps pour parler. S'il y a des gens qui connaissaient Tshisekedi, s'il y en a 3, je suis parmi les 3, et qui partageaient une philosophie politique avec lui, s'il y a des gens qui savaient ce qui s'est passé, et donc je suis parmi. Si vous voulez une émission entière sur ça, je vous le dirai. Okay. Je peux vous... Non, s'il vous plaît. Non, je suis d'accord avec vous qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc il va falloir qu'on aille vite. Exactement. Alors parlons de la CENI. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, ou en tout cas les députés que vous reconnaissez, ces gens, au nom de votre camp au Parlement, on ne les a pas beaucoup entendus dans cette discussion sur la CENI. Vous voulez les entendre pourquoi? Cette discussion ne nous concernait pas. Écoutez, un instant. Cette discussion ne nous concernait pas. Nous sommes entrés à l'Assemblée nationale, cette fois-ci, comme nous l'avons fait en 2011. La MOUCA, nous tous les groupes de la MOUCA, nous nous sommes entendus d'y aller, parce que ceux-là, on ne devait pas avoir simplement 100 députés, tout la MOUCA, on devait avoir plus, majorité. Mais, vous savez que les chiffres ont été fabriqués. Mais il fallait entrer pour discuter, ok? Et continuer la discussion, et nous faire une proposition de sortie de crise. C'est comme ça que nous avons dit, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI doit être consensuelle. Et même toutes les réformes doivent être consensuelles. Nous avons signé tous, lisez les déclarations de la MOCA, signées par tous, surtout par les 4, consensuelles. Alors, et c'est comme ça que nous avons proposé, nous avons fait cette proposition. Et nous avons donné à tout le monde. Nous avons vu tout le monde. Hein? Ça, c'est notre proposition pour la réforme de la loi sur la CNI. Nous avons fait aussi la proposition sur la loi électorale. La proposition des 2, pas la proposition des 4. Puisque écoutez, arrêtez-moi, Christian, cette affaire des 2 ou des 4. Oui, mais bon. Mais les amis ont rejoint l'Union sacrée. Ils sont dans ce qu'ils appellent cette majorité-là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? La proposition de 2, ce n'est pas la proposition de 4. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'entends dans votre émission que je suis régulièrement. L'émission de débat. Voilà. Souvent, vous dites que non, Lutundu l'a proposé. Mais Lutundu était membre de la MOUCA à cette époque. Il était avec vous. Et nous étions ensemble. Oui, d'accord. Cette loi, c'était une loi personnelle. Donc c'est la vôtre. Non, c'est une loi personnelle, Lutundu là. Est-ce que vous demandez aux gens de son groupe s'ils l'ont vu? Il n'a jamais présenté cette loi aux membres de la MOUCA.
Alors, oui, mais à l'époque, vous ne l'aviez pas condamné, vous avez rien dit. Non, personne n'a rien dit. C'était sa loi personnelle en tant que député. Le député est libre de faire ce qu'il veut. C'était sa loi personnelle, ce n'est pas la loi de l'AMOCA. Donc aujourd'hui, de cette loi, vous ne voulez pas, vous voulez moins de politique. Mais est-ce que, comme le disent beaucoup, c'est possible de faire moins de politique dans une affaire autant politique ? On ne dit pas une affaire politique, c'est une affaire politique, mais nous disons que la CENI doit être totalement dépolitisée. Dépolitisée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, vous avez le bureau de la CENI qui est composé des membres de la société civile. Vous avez les organisations religieuses, les organisations des femmes, les organisations qui font l'éducation civique électorale. Et vous avez toutes ces organisations, les mouvements citoyens, qui peuvent bien faire l'affaire. Mais dose des politiques, si vous voulez, politique, c'est les contrôles, c'est-à-dire voir ce qui se passe. Et ces politiques-là, vous pouvez les mettre au niveau de la plénière. Ils n'ont aucune décision à prendre, ils n'ont aucune influence, mais ils viennent poser des questions. C'est cette loi que nous avons proposée. Aujourd'hui, pas au bureau, mais à la plénière. Pas au bureau, mais à la plénière. Aujourd'hui, vous prenez un monsieur, même si c'est un évêque, vous le mettez président du bureau. Et vous connaissez les prérogatives du président de la CENI aujourd'hui. Il n'a pas beaucoup de choses à faire. Il n'a pas un mot à dire. Il est simplement porte-parole, presque. Porte-parole. C'est le vice-président et c'était Bassengezi, qui était le patron de la CENI. Nanga, c'était regarder l'argent, distribuer par-ci, par-là, et faire, le porte-parole là. Mais ce n'était pas grand-chose. Et aujourd'hui, ils ont divisé cette fonction de vice-président en deux. Donc, ils se les donnent. Qu'est-ce que le monsieur ou la dame qui sera président va faire ? Nous disons, enlevez la politique, mettez les gens qui veulent qu'on aille aux élections crédibles, apaisées, impartiales, transparentes, et c'est là que le peuple choisisse. Mais dites-moi, pourquoi on veut à tout prix mettre ces gens au bureau de la CENI? Pourquoi on veut à tout prix que le président soit qui vienne de son groupe? Pourquoi? Pour tricher. On veut préparer la prochaine fraude dès à présent. Et nous disons non, ça ne passera pas. Et je l'ai dit le 30 juin. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ça veut dire que vous allez faire quoi? Vous allez voir ce que nous allons faire. Aujourd'hui, vous dites que vous préparez les élections 2023, ouais. Mais ces élections seront de toute évidence, en tout cas au regard de ce que le président vient de promulguer, alors que les animateurs sont en train d'être choisis, seront organisés par cette CENI. Vous irez à ces élections? Non, vous savez ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de nous retarder, de discuter, et discutailler même, pour qu'à la fin, ils disent, voilà, on n'a pas le temps, on doit dérailler. OK? On doit dépasser les délais. Mais les délais, on ne peut pas dépasser parce que c'est constitutionnel. L'article 73 de la Constitution dit clairement que l'élection présidentielle, le scrutin présidentiel est convoqué... Tous les 5 ans. Est convoqué par... Non, pas tous les 5 ans. Le scrutin présidentiel, ça c'est l'article 70. L'article 73 dit que le scrutin présidentiel est convoqué par la commission... la commission électorale nationale indépendante 90 jours avant la fin du mandat. Okay? Donc c'est constitutionnel. On ne peut pas aller au-delà du 23 octobre. Oui, mais la jurisprudence vous a montré que... Il n'y a pas de jurisprudence. S'il vous plaît... La pratique. Non. Les élections de 2016 ont eu lieu en 2018. Mais oui, mais je vous ai dit, non? J'ai commencé par dire qu'ils sont en train de nous distraire pour qu'après on dise, bon, on s'assoit autour d'une table, comme on a fait en 2016, et pour postposer les élections. Nous disons non. Les 23 octobre, il faut à tout prix avoir les élections, ou en tout cas l'élection présidentielle, parce que le 23 janvier 2024... Il faut un nouveau président. Il faut un nouveau président. Avec cette CENI, vous n'irez donc pas? Nous ne sommes pas là.
Non, c'est ma question. Non, M. Sakouéno, vous m'avez posé la question plusieurs fois. Là. J'ai deux questions. Ouais. Je pourrais poser avec cette CENI, vous n'irez pas. Bon, d'accord, je vois que vous ne la voulez pas. Mais alors, autre question, vous pensez que nouvelle négociation il y aura et que cette CENI n'est pas la CENI qui va organiser, il y aura d'autres discussions pour un autre texte? C'est qu'il faut un texte consensuel. C'est ça qu'on demande. Et c'est pour cela que nous demandons aux confessions religieuses, et surtout aux catholiques et aux protestants, la CENCO et l'ECC, de n'envoyer personne, ni les présidents, ni les 4 autres membres tels que cette loi le dit. Et j'ai dit au peuple congolais d'être vigilant et de surveiller. Si l'Église catholique, si l'Église protestante, si ces 2 églises et les autres confessions religieuses, si toutes les confessions religieuses sont proches du peuple et entendent ce que le peuple dit, ils ne peuvent pas cautionner cette forfaiture. Ces coups d'État, comme l'avait dit le révérend Senga de l'ECC. On ne peut pas cautionner ces coups d'État. Mais la question qu'on doit se poser, pourquoi on veut tricher? Pourquoi on veut que ces hommes et ces femmes soient là? Pourquoi on ne veut pas la neutralité? La CENI doit être totalement neutre. Si l'Église catholique et l'Église protestante, principalement avec les autres confessions religieuses, désignent et suivent le courant de cette réforme, vous leur en tiendrez rigueur? Bien sûr. Nous disons non, parce qu'ils ont fait des déclarations. L'Église catholique vient de faire une déclaration récemment, comme l'ECC. Qu'est-ce qui a changé pour qu'eux ils changent, ou elles, les églises, qu'elles changent leur position? Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Donc il faut être avec le peuple. Christian Sakouéno, nous sommes des passagers. Nous devons passer. Personne n'est éternel, sauf Dieu le Tout-Puissant. Et nous devons voir l'avenir de notre pays. Lumumba a dit que aujourd'hui, l'indépendance est proclamée. Nous allons construire un pays. Et l'hymne national le dit, un pays plus beau qu'avant. Aujourd'hui, où sommes-nous? Donc, les gens viennent ici pour se remplir les poches. Ils ne pensent pas au peuple. Aujourd'hui, le peuple est, martyrisé. Aujourd'hui, le peuple est paupérisé. Le peuple congolais est devenu la risée du monde. Le Congo est devenu la risée du monde. Pays des minéraux, pays des ressources, naturelles, mais pays sans richesse, pays des gens pauvres. Les gens se font des milliards dans notre pays, mais nous sommes les plus pauvres du monde. On a classé les 10 pays les plus pauvres du monde, nous y sommes. Les 10 pays les plus riches du monde en ressources naturelles, nous y sommes. Mais pourquoi? Pourquoi cela? Parce que nous n'avons pas un leadership aguerri. Parce qu'il y a des gens qui sont ici avec la néocolonisation, et ils ont eu des néocolonisés, des bénis oui-oui, qui disent oui. Alors, quand Fayulu leur dit non, il dit que non, c'est un radical. Mais écoutez... Vous n'êtes pas radical, c'est des obtus, je suis un homme vous de ne principe. Composez pas... Non, je compose. Si je ne composais pas, je ne pourrais pas faire la proposition de sortie de crise. C'est ça. Si je ne composais pas, je ne pourrais pas faire la proposition de sortie des crises. Si je ne composais pas, je ne pourrais pas faire les réformes. Si je ne composais pas, je ne pourrais pas dire après discussion. Vous savez, quand le président Sassou Nguesso est venu ici, en 2016, il a voulu rencontrer Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi m'a amené, avec d'autres personnes, y compris Félix Tshisekedi, le président Mwando Simba de Heureuse Mémoire. Nous étions là. Quand le président Sassou a parlé, doyen Tshisekedi, je suis venu ici pour vous dire d'aller à la cité de l'OEA, de l'Union africaine, rejoindre Edem Kodjo. Avant le dialogue de l'OEA. Voilà. Et Edem, le président Tshisekedi, avec sa force, a dit, écoutez, monsieur le président, vous êtes Bantou? Il dit oui. Et chez nous, les Bantous, si on recuse les médiateurs, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire. Et il m'a passé la parole. Il n'a pas passé la parole à 2 personnes. Il a passé la parole à moi. Parce qu'il vous savait peut-être un peu plus... Oui, un peu plus. Obtus? Non. Parce qu'il savait ce que j'allais dire. Il savait que j'étais un homme de valeur, un homme de principe comme lui. OK? Et j'ai dit simplement que Son Excellence, Monsieur le Président, si vous et votre frère, le président Eduardo dos Santos, si vous voulez qu'il y ait dialogue, le vrai,
vous pouvez le faire. Et vous avez vu la suite. La suite, les évêques ont traversé à Brazzaville et nous avons eu les dialogues. Les vrais dialogues. L'accord de la Cinco. Okay. Vous n'êtes pas de l'opposition, vous êtes de la résistance, c'est ça? Vous confirmez? Mais écoutez, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire l'opposition. L'opposition, quand vous allez... Attendez, opposition républicaine. Prénom, oui. Écoutez, mais l'opposition républicaine, vous en savez quelque chose. Alors, prenons, disons, un pays qui a fait les élections. Vous allez au Sénégal, pays africain ou au Ghana. Vous allez en Angleterre. OK? C'est quoi l'opposition? C'est lui qui est arrivé deuxième à l'élection présidentielle ou parlementaire. Ah, oui, parlementaire. Oui, non. Parlementaire, hein, opposition, c'est parlementaire surtout. On peut être élu président et être de la famille de l'opposition. Mais bien sûr, mais ici, dites-moi, les voix des Fayulu, total de voix, par rapport à ces gens nommés. Vous faites une radio qui est ultra populaire, oui. Ben, je suis, comme je vous ai dit tout à l'heure, que disent vos auditeurs? Vous prenez les caucus des députés de n'importe quelle province, vous les amenez avec moi dans leur territoire. Ils vont suivre qui? Les peuples vont suivre qui? Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Ne dites pas parce que les gens vont répéter comme des perroquets des choses et on le répète. Non, ces gens-là, qui est parti à Beni avant tout le monde? Je suis parti à Beni, je suis resté 3 jours, le 24, le 25, le 26 décembre 2019, pour voir mon peuple de Beni. Tout le monde avait fui Beni. Et j'ai réconforté ces peuples. J'ai passé les réveillons de la fête de la nativité avec mon peuple. Parce que je suis populaire. Parce que ces gens-là m'ont voté. Donc, ne venez pas me dire ici qu'il y a une assemblée et qu'il y a des gens qui ont décidé ceci. Et si vous prenez mes 62,11%, qui l'a eu ou qui les a eu ici? Même si, parce que j'ai parlé de l'opposition dans un système normal. Chez eux là-bas, celui qui arrive deuxième, c'est lui qui prend l'opposition. Mais ici, on n'a pas eu des élections normales. On ne sait pas qui est premier, qui est deuxième. OK? D'après la CENI. La CENI, les jeunes gens de la CENI ont fait fuiter les résultats sortis du serveur de la CENI. C'est exactement le même pourcentage que la Cinco, c'est à peu près le même pourcentage que nous, la MOCA que nous avons. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas de l'opposition, vous êtes de la résistance. Parce que M. Félix Tshisekedi n'a pas gagné l'élection, si vous voulez être clair. Parce que là, entre guillemets, ce qu'on appelle la majorité union sacrée qui est à l'Assemblée, n'a pas gagné l'élection. Cette majorité n'est pas sortie de l'élection de 2018. Une résistance qui siège au Parlement. Où est le problème? Nous étions résistants avec Etienne Tshisekedi, nous siégions au Parlement. J'y étais moi-même. Etienne Tshisekedi était contre, je le rappelle. Alors, je ne sais pas si de la résistance que vous êtes, on peut commenter l'actualité en République démocratique du Congo. Êtes-vous pour ou contre l'état d'urgence? Totalement contre l'état d'urgence. L'état d'urgence a été décrété pour aider monsieur... les gens qui ont fait avancer l'accord cadre d'Addis Abeba, l'accord cadre signé le 24 février 2013 à Addis Abeba, on dit accord cadre pour la sécurité, la paix en République démocratique du Congo et dans la région. Donc dans cet accord, il y a des engagements pour la RDC, il y a des engagements pour la région, il y a des engagements pour la communauté internationale. Il n'y a pas d'engagement pour le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Ils sont de la région. Pardon? C'est les pays de la région. Mais non, mais pourquoi? Et le Congo, il est quoi? Non, mais le Congo, c'est le pays touché. La région... Non. Oui. Quand on dit qu'on doit organiser les institutions démocratiques au Congo, et il n'y a pas de nécessité d'organiser des institutions démocratiques au Rwanda et en Ouganda et au Burundi. Mais vous savez, laissez-moi venir là où je voulais venir.
Parce que quand vous regardez l'engagement numéro 4, je crois, au niveau de la région, c'est que nous devons renforcer la coopération entre pays de la région, y compris la gestion des ressources naturelles, la gestion des ressources naturelles du Congo. C'est de ça. Et cet accord signé en 2013 n'a pas été exécuté. Et c'est maintenant qu'on exécute l'accord. Parce que Kabila ne pouvait pas exécuter cet accord. Cet accord était déséquilibré. Pourquoi il ne pouvait pas l'exécuter puisqu'il a signé? Mais il était déséquilibré. Il a compris à la fin que c'était déséquilibré. Quand nous avons parlé, dès qu'on a signé l'accord, s'il vous plaît. Donc vous reconnaissez à Joseph Kabila le sentiment de ne pas laisser son pays à ce moment-là? Il a eu peur. À ce moment-là. S'il vous plaît, beaucoup de choses. Là, vous me poussez à parler. Oui, je veux. C'est le but, vous faire parler. Nous tous, quand on était, nous tous là de l'opposition, on était contre cet accord, y compris l'UDPS. Et Kabila a eu peur de signer cet accord parce qu'on allait dire il favorise le Rwanda comme d'habitude, ainsi de suite, il a eu peur. Et maintenant, il y a quelqu'un qui vient, parce qu'on l'a mis là-bas, on lui dit d'exécuter l'accord autrement. Et il va signer les accords commerciaux. Ma question, c'était l'état d'urgence. Mais bien sûr, je vous dis que donc l'état d'urgence, c'est pour signer les accords. C'est pour restreindre les libertés des individus. C'est pour faire exécuter l'accord d'Addis Abeba. Et on a signé. Comment conciliez-vous le fait que le pays ou la région ou les régions soient en état d'urgence, les provinces de l'Ituri et les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu soient en état d'urgence et qu'on aille signer les accords pour ces provinces? Vous justifiez ça? Nous faisons la guerre avec qui? Contre qui? Pas contre Non, on ne signe pas les accords civils en état d'urgence. Mais l'état d'urgence, on fait la guerre contre qui? Les frontières sont-elles fermées? Oui ou non? Nous sommes en état d'urgence. L'état d'urgence, quelles sont les juridictions qui sont là actuellement en train de traiter les affaires civiles des citoyens, des citoyennes congolais, congolaises? Militaires et policières. Ils peuvent tout faire. L'état civil est fait par les militaires aujourd'hui. Quand un enfant naît, on lui donne une attestation de naissance. Allez voir. Donc, on a fait passer en douce l'accord. Non, ça ne peut pas marcher. Cet accord-là est nul et de nul effet. Donc vous le Congo n'a pas vocation, je l'ai dit encore le 30 juin, de produire les matières premières à l'état brut et de les exporter pour que ce soit raffiné ou ailleurs. Le Congo a besoin aujourd'hui de voies de communication maritimes, fluviales. Mais il va les obtenir comment? Il va les obtenir en travaillant. Vous savez les richesses que nous avons 23 000 milliards, 23 trillions. Ça fait 61 ans que nous les avons. Nous savons. Et je vous ai dit ici, le pays a un problème de l'élite. Le pays a un problème de leadership. Un leadership responsable, un leadership compétent, un leadership qui a des valeurs. Pas de béni oui-oui, pas de néocolonisés. Si vous avez à chaque fois des néocolonisés, tel vient et vous dit « faites ceci », vous dites « oui ». Donc, si aujourd'hui, je répète, Kisangani, c'est un pôle pour tout l'Est de la République, vous pouvez construire des routes jusqu'à Walikale, jusqu'à Goma, jusqu'à Beni et tout ça. Kinshasa, pôle, la voie navigable. Non, on a compris. Vous avez compris. C'est des choses qu'on connaît. Est-ce que on connaît, on ne le fait pas. Pourquoi? J'ai fait cette affaire. Je vous dis, les 100 jours de Martin Fayulu. J'ai fait un programme de 100 jours. Mais qu'est-ce que nous disons pour répondre à votre question sur l'état de siège? Nous disons les 10 mesures du premier mois de ma présidence. Je veux être le président qui protège les Congolais, qui fait régner la paix et la sécurité au Congo et qui s'investit pour la prospérité des Congolais. 3 mesures décisives. 1. Les Kankokolo déménagent de Kinshasa à Beni. 2. Je vais créer au sein des forces armées congolaises une force spéciale d'intervention militaire d'élite qui va s'installer au nouveau Kankokolo de Beni. 3. Je vais en extrême urgence mettre sur pied et déployer tout au long
tout le long des frontières de l'Est du pays, des unités de surveillance des frontières et d'alerte. Ça, c'est le programme de l'opposant qui veut accéder. Qui est candidat. Oui, mais bon, il y a eu d'autres candidats. Félix Tshisekedi devait faire. Vous me posez la question, est-ce que vous êtes d'accord avec l'état de siège? J'ai dit non. Non, je ne suis pas d'accord. Ça, j'ai compris, oui. S'il vous plaît, on va continuer parce qu'on va arriver jusqu'au rapport mapping. Je veux réclamer toute affaire cessante. 4. Une réunion spéciale du Conseil de sécurité des Nations Unies pour poser 2 questions au monde. La première, tous les jours, au nez et à la barbe des casques bleus, les rebelles venus de l'étranger sèment la terreur au Congo, tuent et décapitent les Congolais sans crainte de représailles. Tous les jours, ils violent les jeunes filles, leurs mamans et même leurs grand-mères. À quand une réaction de choc des forces des Nations Unies pour éradiquer de manière définitive toutes ces rébellions qui gangrènent l'Est du pays? Deuxième question, et je termine par là. Pourquoi, dans l'indifférence mondiale, la République démocratique du Congo est le seul pays au monde à être victime des rebelles étrangers qui ne font jamais la rébellion dans leur pays? Est-ce que vous pouvez commencer à répondre à ces questions? Aujourd'hui, Félix Tshisekedi dit accord avec le voisin parce que je lui ai posé la question, vous avez sûrement dû le suivre. Monsieur Sarkozy, alors président de la France, était venu parler de cogestion des ressources naturelles de la République démocratique du Congo entre les pays du voisin, avec les pays voisins. J'ai dit, vous pouvez vous-même répondre à cette question. Pourquoi est-ce que à Barbéné de la MONUSCO, tous ces faits continuent parce que cette communauté internationale ne veut pas de meilleur lendemain à notre pays ou parce que nous sommes incapables de pouvoir en imposer? Mais j'aime bien vos questions parce que vous répondez déjà à vos questions. Un de mes professeurs me disait nous disait, nous, élèves, une question bien posée contient la moitié de la réponse. Sarkozy décrète ça en 2009, février 2009. Au Palais du Peuple ici? Non. D'abord, au Palais du Peuple, c'était en 2004. Non, il n'est pas venu au Palais du Peuple. Non, il était au Palais du Peuple. Il a, dans son discours face au Parlement réuni en congrès, il a tenu les propos que j'ai cités. Voilà, vous avez cité, mais Sarkozy l'a dit la première fois. Ça, je vous laisse ça. Il l'a dit la première fois en 2009 devant les ambassadeurs français. OK? Et comme par hasard, j'étais dans ma chambre d'hôtel ce jour-là à Paris. Il l'a dit en 2009. Mais maintenant, il les fait inscrire. C'est pour ça que je vous dis des néocolonisés. Il les croit dur comme fer. Il les fait inscrire dans l'accord cadre d'Addis Abeba. L'accord cadre, ce que je viens d'évoquer ici, reprend exactement les propos de Sarkozy. Donc, s'il y a des bénis, oui. Mais M. Kabila ne l'a pas... accepté. Ne l'a pas exécuté simplement parce qu'il avait peur d'exécuter, et comme beaucoup d'autres choses qu'il n'a pas exécutées, il avait peur. Et aujourd'hui, d'une façon comme on le met comme ça, sans coup férir, bon, on fait passer ça. Mais ça ne passera pas parce que vous êtes allé vous inscrire dans East African Community. Mais vous parlez de la ZLECA. Nous sommes dans combien de regroupements sous-régionaux? Il y a des fois, on ne paye pas, on n'a même pas droit à la parole. Nous sommes... Le pays ici doit se développer. Même les États-Unis. Sous Truman, Eisenhower, à un moment donné, ils ont décidé de vivre pas... Je ne demande pas qu'on vive en autarcie, mais de développer d'abord le pays. Nous avons des produits qui périssent partout, produits agricoles. Les paysans, les agriculteurs sont fatigués, ils ne peuvent pas travailler parce qu'il n'y a pas de route, ils ne peuvent pas évacuer. Quand on vous dit qu'on a pris 27,5 millions pour acheter 500 véhicules, alors qu'on pouvait acheter des tracteurs, on pouvait construire des routes. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ne parlent pas de 500 véhicules, il y en a qui parlent de 1000 véhicules. Quand on voit comment l'argent du pays sort, bouffé par les gens. Les 15 millions de pétroliers, on n'en parle pas. On construit des sauts de moutons, on ne sait pas pourquoi on les a construits. Les 450 millions plus du programme de 100 jours, personne n'a audité. Vous avez dit qu'on va parler de IGF. Personne n'a audité, mais que l'IGF vienne nous dire
Où sont passés les 450 millions et plus des programmes de 100 jours? Donc, quand vous voyez des gens qui volent, Bukanga Lonzo, on nous dit que non, c'était 280 millions. 297 millions. Exactement, mais 205 millions sont partis dans la nature. Ça, c'est l'IGF qui le dit. C'est oui. Mais alors, nous sommes où? Parlons de l'IGF, justement. Vous êtes donc... Vous accueillez avec beaucoup de curiosité et d'intérêt les différents rapports. Vous pensez qu'ils en font assez? C'est un bon début ou pas encore assez? Vous dites que vous accueillez avec beaucoup de curiosité. Puisque vous sortez les chiffres de l'IGF. Oui, vous savez que j'ai un homme qui aime les contrôles. OK? Et quand j'ai commencé ma carrière, j'ai commencé comme chef de service audit interne. J'aime les contrôles, j'aime la rigueur. Et c'est comme ça, je vous dis, je suis un homme de valeur. Quand vous venez à l'ECID, ce qui va vous frapper, les 13 valeurs de l'ECID. On commence par l'amour, le travail, la justice et tout ça. Mais vous allez trouver une valeur, là, je crois que 6e valeur, l'intégrité. C'est très important. Je veux un État fonctionnel, un État organisé, où tout le monde sait combien touchent les agents publics de l'État. Est agent public de l'État, tout celui qui est payé par les trésors publics. Du président de la République à l'huissier. Exactement. Le président de la République touche combien? Est-ce que, M. Lusakono, vous pouvez me dire combien touche le président de l'Assemblée nationale? On a regardé dans les annexes de la loi. On pose... Vous savez... je ne réponds pas à votre question. Mais en règle générale, quand on pose une question, c'est qu'on a quasi la réponse, mais qu'on a juste envie que celui à qui on la pose répond. Mais le président, ce qui touche le président américain ou le président français, si vous googlez ce qui touche le président américain, paf, vous allez voir 400 quelques mille dollars par an. Par an. Si vous googlez dans l'exercice 2021 ce que touche le président, vous êtes aux environs de 13-14 000 dollars par mois. Oui, mais vous googlez, vous avez déjà vu qui touche ça. Oui, mais d'accord, mais quand on parle du président, si on commence à rentrer dans les détails des primes et tous les à côté, le président de la République, le président américain coûte plus à la... Le président américain n'a pas de primes. Ok, le président Trump a dit qu'il va prendre un franc symbolique. Et ça, je viens de voir ça dernièrement. Comme j'avais dit, moi, Fayoulou assis sur le fauteuil du président de la République, je prendrais un franc symbolique. Et vous savez, j'étais à la conférence nationale souveraine. J'étais jeune garçon, très jeune. Ok, je n'ai pas touché l'argent de la conférence nationale souveraine. J'ai dit à tous les conférenciers, ne touchons pas l'argent. Il y a des gens même qui étaient déjà très avancés dans la hiérarchie ici, mais dit Fayoulou pour qui se prend. Je n'ai pas touché cet argent. Premier mois, deuxième mois, troisième mois. Vous pouvez demander à Christophe Letundoula qui était président du FDD. Je n'ai pas touché. Et puis nous avons tenu une réunion. On m'a dit, écoutez, cet argent, quelqu'un va le voler. Signe une procuration au trésorier de l'équipe. À l'époque, César Lengueba, paix à son âme. Et César Lengueba a touché cet argent pour les comptes de l'association Forum pour la démocratie et le développement. Je n'ai jamais touché. Donc, ça veut dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Question de principe, il faut le contrôle. Vous parlez, vous allez googler, vous avez trouvé 13-14 000. Vous avez googlé pour savoir combien touche le président de l'Assemblée nationale? Combien touche le président du Sénat? Nous devons savoir. Et vous savez, si quelqu'un touche 14 000 dollars, donc vous pouvez imaginer le train de vie de la personne. Le train de vie, c'est le train de vie de la présidence de la République, il est chef de l'État. Parce que je parlais du président de la République. Oui, mais je parle des institutions. Ne singularisez pas. Je dis un État organisé, fonctionnel, où on sait combien touche chaque agent public de l'État. C'est cet État. Aujourd'hui, nous ne savons pas. Un État où, quand on commande, j'étais député, ok? J'ai député. Je n'ai jamais eu un crédit, une voiture à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas eu. Pourquoi? Parce que quand on est venu, on a dit que vous devez souscrire. Vous avez des formulaires. Je dis que donc moi j'ai une voiture, je n'ai pas besoin. Et je n'ai pas eu. Donc c'est volontaire. C'est lui qui pense que, bon, il est prêt qu'on lui retranche chaque mois quelque chose, il souscrit. Mais là, c'est du vol. On fait du vol et on ferme les yeux. Et ce qui est grave, même des Occidentaux qui sont ici, ils ne parlent pas de ça. Mais ça, c'est une violation flagrante des droits de l'homme. Parce que le peuple congolais est privé de ses ressources.
Et vous parlez de la démocratie. Vous parlez de la lutte contre la corruption. Vous dites que si la lutte contre la corruption ne prend pas le pas, nous n'allons rien faire. Et vous voyez des gens qui sont là aujourd'hui en train de piller le pays, de saigner le pays. Les finances publiques, les deniers publics sont saignés. Et on dit, ah non, on continue. Monsieur Jules Alingueté de l'IGF a tenu les quasi mêmes propos que vous. Ma question, donc, puisqu'on parle de l'IGF, utile, pas utile? Vous êtes satisfait de cette organisation? Toute organisation qui fait les contrôles est utile. L'IGF n'est pas institué par M. Jules Alingueté ou par Tartampion, Kingandi, Fulani ou Songolo ou Mpakala. L'IGF est institué, c'est une institution de la République qui doit être là comme la Cour des comptes, comme l'Assemblée nationale, comme toutes les autres institutions. Est-ce qu'elle est en train, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'elle est en train de changer les comportements des uns et des autres? Mais je vais voir les résultats. Jugeons aux résultats. Jugeons que, bon, ben voilà, on nous a parlé de 57 millions de dollars sur le programme de 100 jours, les achats de maisons ou je ne sais quoi. Et puis, bon, il y a un monsieur qui est en prison. Aujourd'hui, où sont les autres? Est-ce qu'il était seul dans cette affaire? Je ne le disculpe pas. Et j'ai fait une déclaration à l'époque, avril 2020, pour dire que les juges doivent travailler, parce qu'ils disent la loi au nom du peuple congolais. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Alors maintenant, les 57 millions qu'on a identifiés, ça a retrouvé les caisses du Trésor public. C'est ça que nous devons savoir. Mais moi, j'ai suivi le procès. Le procès, j'ai entendu plusieurs fois M. Kamere dire que ce n'est pas mon procès. Ce n'est pas mon procès. C'est le procès du régime. IGF, a priori positif alors. Je dis que les institutions de la République, mises en place pour les contrôles, il faut qu'elles fassent leur travail. Mais il faut produire les résultats. Toute institution doit produire les résultats. Donc j'attends qu'on me dise ce qu'on a fait des Bukangalonzo. 205 millions. J'attends qu'on me dise qu'est-ce qu'on a fait des 15 millions de pétroliers et ce qui a suivi après par les pétroliers. Vous devez savoir que je suis un pétrolier. Moi, je viens de ce monde-là. Je vais savoir les 500 véhicules, ça procède de quoi? Je vais savoir le programme des 100 jours, les plus de 450 millions de dollars. Qu'est-ce qu'on en a fait? Quel est le rapport? Je veux savoir le près d'un milliard de dollars dépensés par M. Nanga et Basengezi à la CENI. Qu'est-ce qu'on a fait de ces 450, de ces près d'un milliard de dollars? Je veux le savoir. Et là, vous reviendrez me poser la question. Je vous dirai, tiens, satisfait ou bien négatif. Vous êtes vacciné contre la Covid-19, vous avez pris votre première dose. Pour la curiosité, vous prendrez votre deuxième dose quand? Sachant que depuis le 11 juillet ou à partir du 11 juillet, il n'y a plus d'AstraZeneca. Non, écoutez... non, ça c'est la première question. Non, la première question, c'est pas ça. Non, c'est Non, votre première question. question, moi je vais vous revenir. Oui, je vais revenir sur oui. les faits. Je suis factuel. Je vous ai appelé pour dire... Je me suis vacciné. Je me suis fait vacciner. Je veux qu'on fasse une émission avec vous pour que j'explique au peuple congolais pourquoi je me suis fait vacciner. Vous vous rappelez? Je me rappelle bien. Je vous ai dit que j'ai contacté à plusieurs reprises le docteur Mouyembe. Je l'appelle au téléphone, il n'a pas pris. J'ai contacté à plusieurs reprises le médecin directeur, le président, je ne sais pas quel est le titre, de l'Ordre national des médecins. Il ne vous a pas pris. Je vous ai dit que j'ai appelé le directeur ou la directrice des PEV, Programme élargi de vaccination. Madame Moutamba, elle ne vous a pas pris. Mais je l'ai eu il y a 10 jours à peu près maintenant. J'ai appelé plusieurs fois. Mais je les appelais avant que j'aille me faire vacciner pour leur dire qu'écoutez, je ne suis pas spécialiste. J'avais fait il y a 3 mois, on m'avait posé cette question. Je dis que cette question, nous devons nous référer tous aux spécialistes. Je ne suis pas scientifique. Je lis comme tout le monde, je vois ce qui s'est dit, ce qui se passe, j'entends ce qui s'est dit, mais nous devons être responsables
expliquons au peuple congolais, c'est quoi les vaccins? Je suis là, regardez ça. Tout ça, c'est des vaccins. OK? Tout ça, c'est fait depuis que je suis enfant. Et surtout que j'ai entendu sur les antennes de votre station de radio... Top Congo, encore une fois. Oui, que il y avait le programme, donc la campagne sur la poliomyélite, les vaccins contre la poliomyélite. Comment vous allez expliquer aux mamans qui sont là, aux parents, que vous allez vacciner vos enfants contre la polio, si déjà on dit que les vaccins contre la Covid-19 fait problème? Vaccin. J'ai fait la campagne pour discuter et arriver à dire au peuple congolais, voici ce qu'on met sur la table. Ce n'est pas obligatoire, mais voici les avantages du vaccin. Et si vous avez des inconvénients, voici les inconvénients du vaccin. On fait l'analyse qu'on fait, l'analyse comparée, avantages et coûts et inconvénients. Et donc, les gens, les Congolaises et les Congolais, en toute liberté, décident. C'est ma campagne. Et c'est ce que je veux. Mais vous avez des gens irresponsables qui vous disent autre chose. Donc vous êtes vous êtes vacciné. Mais je suis pour la vaccination. Je suis pour la vaccination. Comment est-ce que vous comprenez ceux qui doutent ou ceux qui disent même, parce qu'on l'entend encore et on le voit dans la rue, que cette maladie n'existe pas? Maintenant, et comment vous leur posez la question dans leur famille? Ils ont eu des cas ou pas? Sinon. Ils ont eu des cas. Si, pour les familles qui n'en ont pas eu. Mais ils ont vu des voisins, ils ont vu des gens. On sait que tel monsieur ou telle dame est décédé de la Covid-19. Ils le savent. Christian Lusakeno, le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème est au niveau de la responsabilité. Le peuple est peuple. Il a les droits de douter. Même aux États-Unis, il y a des gens qui doutent, vous le savez. Je sais. En France, en Europe, il y a des gens qui doutent. Partout. Partout. La vaccination n'est pas obligatoire. Exactement. Mais qu'est-ce que font ces États? En Afrique, les gens qui doutent. On m'a dit que les taux d'acceptation ici, au départ, étaient de 28 ou 38, 28%. Mais les taux d'acceptation au départ, donc la moyenne est plus élevée que la moyenne africaine, ici au départ. Mais il importe aux responsables de dire qu'est-ce que les vaccins et pourquoi. Et quand, à chaque fois, je fais des expériences, moi j'ai expliqué à mes amis, ils sont partis se faire vacciner. Vous savez, après moi, combien de gens se sont fait vacciner? Quand ils ont vu que Fayoulou s'est fait vacciner, combien d'appels j'ai eu? Et malheureusement qu'on n'a pas fait cette émission. Mais combien d'appels j'ai eu? J'étais malheureusement Covid à cette époque-là. Vous m'avez dit que vous étiez disposé, mais vous-même, vous ne pouviez pas. Vous vous rappelez? Je me rappelle très bien. Donc, vous savez combien de gens? Mais s'il n'y avait pas quelqu'un qui soit venu pour dire « Ah non, je ne crois pas », ainsi de suite, on serait aujourd'hui très loin. Est-ce que vous imaginez qu'on nous a donné 1 700 000 doses et que ces doses sont parties? Que à la fin, cette dose, on n'utilisera même pas 100 000. Et je mets un chiffre comme ça, si on met 100 000, sur les 100 000, combien d'étrangers? Peut-être la moitié sont des étrangers. Non, plus de la moitié. Donc, est-ce que c'est acceptable ça? Et vous voyez que dans d'autres pays africains, tout le monde réclame le vaccin. L'Afrique du Sud veut produire son vaccin. OK? Le Sénégal veut produire son vaccin. Ça, c'est inhérent, tout ça. Non, ça, on a compris. Mais non. Ça, c'est inhérent au gouvernement. Donc, ça aussi, c'est la faute du gouvernement. Pour vous, c'est la faute de la faiblesse. C'est la faute de politique. C'est le manque de leadership. Ou c'est pas le fait que le Congolais soit particulièrement têtu et qu'il n'accepte pas facilement les choses qu'on veut lui imposer. Les Congolais, c'est un peuple magnifique. Les vaccins dans le passé ont toujours été, même de votre époque, quand vous avez montré vos vaccins, on disait aux parents que c'est le blanc qui voulait nous exterminer. Exactement. Déjà à l'époque. Il a cru. Mais il a cru. On a dû rendre cette vaccination obligatoire pour qu'on vaccine les enfants. Rappelez-vous à l'époque. Cher Lusakeno, les parents ont cru et tout ça, mais il y a eu des campagnes qui ont convaincu les parents. Écoutez. La communication du gouvernement. Exactement. Je vais vous dire une chose. J'étais en Belgique en 2019. J'ai fait une émission à la télévision belge flamande. VRT. Avec Karel de Guet. Il y avait 2 dames et Karel de Guet, moi. Et moi, je suis venu pour parler politique congolaise. Et les 3, d'abord, et puis je devais parler avec Karel de Guet. Mais les 3 parlaient de la vaccination. Il y avait des gens qui doutaient de la vaccination en Belgique. Ils m'ont posé la question, ils m'ont dit, mais écoutez, M. Fayoulou, qu'est-ce que vous pensez? J'ai dit, mais tiens,
ici, en Belgique, pays développé, on discute sur la vaccination. J'ai vécu à Kano, au Nigeria, où les gens se disaient non, on ne veut pas de vaccination, on veut tuer nos enfants, et ainsi de suite, en Belgique. Mais pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai appris à Kano, le taux d'acceptation de la vaccination pour la polio, c'est à 100%. Mais pourquoi c'est là ? Parce qu'il y a eu des campagnes. Pourquoi nous avons PEV, Programme élargi de vaccination ? Pourquoi nous avons fait la campagne ? Donc, quand vous n'avez pas de gouvernement, vous avez des problèmes. Pourquoi M. Mbokani est parti se faire vacciner ? Et que, donc, est-ce que vous savez que ça, c'est condamnable, c'est poursuivable ? Mais ce que vous dit ici, c'est non-assistance à personne en danger. Peuple en péril. Oui. Qu'est-ce qui est dit ? Le fait de dire qu'on doute le président de la République ? Mais bien sûr, quand on doute sur les vaccins, quand on a donné l'autorisation pour que ces vaccins entrent dans le pays. Ce n'est pas le président de la République qui donne les autorisations. Cela relève du programme élargi de la vaccination du ministère de la Santé. Du gouvernement, s'il vous plaît. Oui. C'est les gouvernements. Si le gouvernement ne veut pas, les gouvernements ne veulent pas. Alors, on donne l'autorisation. On suspend un peu parce qu'il y a eu des problèmes par-ci, par-là. Et on redonne l'autorisation. Et là, on dit que non, j'avais des raisons de douter. Est-ce que vous trouvez ça sérieux ? Parce que nous sommes au Congo, et les gens, sinon dans d'autres pays, ça vaut procès. Ça vaut procès. Et moi, je demande aux Congolais de ne pas rester comme ça, comme des gens qui ne comprennent absolument rien. La démocratie, c'est les débats. C'est les idées qui s'affrontent. Et c'est ce que j'ai voulu pour cette campagne-là. Ne forcez personne. Vous savez, les gens de mon âge, nous ne sommes que 10%. Les gens de mon âge et plus. Nous ne sommes que 10% de la population congolaise. Et l'OMS avait pour objectif, avant septembre, de vacciner 10%. Okay? Si on avait vacciné que les gens de mon âge, les jeunes gens, dans un premier temps, on peut dire, il attrape le virus. Il va se défendre. C'est comme toute grippe. Encore que les nouveaux variants. Encore que les nouveaux variants. Mais je termine en disant ceci pour l'AstraZeneca. Je ne fais pas la publicité de quoi que ce soit. Je connais un monsieur qui s'est fait vacciner ici, un expatrié. Et qui est parti se faire vacciner ailleurs. Non, il s'est fait vacciner ici, première dose. La deuxième, il est parti la chercher ailleurs. AstraZeneca, non. AstraZeneca. Et puis, il est parti en vacances. Et puis, il est arrivé qu'il devait prendre la deuxième dose. Il a pris Moderna ou une autre. Non. Il a fait quoi ? Il est parti, il a donné les bouts de papier qu'on lui a donné quand il s'est fait vacciner pour la première fois. On a tapé dans la machine. Ils ont dit que AstraZeneca, dose, lot numéro tel et tout ça, c'est bon. OK, monsieur, paf. On a mis deuxième dose. AstraZeneca. Donc si pour répondre à ma question, la première, si vous ne pouvez pas vous faire vacciner ici, vous allez vous faire vacciner à l'étranger. Moi ? Oui. Moi, je vais me faire vacciner ici. Je ne suis pas, parce qu'on dit qu'il y a des Congolais qui se sont fait vacciner en catimini. Non. Vous savez que quand je vous appelais, j'appelais tout le monde. OK ? Comme moi, je ne pouvais pas me faire vacciner en catimini, ma femme s'était fait vacciner plusieurs jours avant moi. Ma femme s'est fait vacciner plusieurs jours avant moi. Et donc, mais moi, je voulais les faire opérer. Reçu tout le monde. Merci beaucoup, M. Fayoulou. Édition spéciale, 1 heure avec vous, en ce vendredi soir. Merci de votre attention. Tout le fil de l'émission, la constance, c'est vous êtes vraiment... plus aucun pont possible entre vous et Félix Tshisekedi pour sortie de crise. Votre proposition de sortie de crise n'a plus cours. Christian Lusakwenou, quand tu dis ici, là, je vais lire, je mets mes lunettes, quand quelqu'un dit pour ce faire, ma proposition de sortie de crise se décline de la manière suivante. Créer à l'issue des discussions organisées entre les parties prenantes, une institution dénommée au Conseil national des réformes institutionnelles. Ça veut dire quoi ? Nous avions eu ça. Mais écoutez, donnez-moi 2 minutes. Le professeur Bob Kabamba a organisé un forum de haut niveau ici, le 24 août dernier. Nous étions là. Mais il y a des gens qui ont fait échouer cette affaire. Même certains ambassadeurs, ils ont fait échouer cette affaire parce qu'ils ne veulent pas que les Congolais se parlent. Mais moi, je suis un homme de discussion.
Je suis un homme qui veut le bonheur de ces pays. Qu'est-ce qui fait que discussion, il n'y est toujours pas en 2 ans et demi, 3 ans avec votre frère de Lamouka? Parce que, simplement, il y a des gens, et je le dis et j'insiste, y compris certains ambassadeurs, qui ont poussé la tricherie, la fraude, ils ont avalisé la fraude, ils ont honte que leur affaire a échoué et que les Congolais se mettent autour d'une table et se parlent, c'est pas bon pour eux. Mais vous êtes... Sinon, si je ne voulais pas, pourquoi j'ai fait la proposition de réforme? En mars 2021. Ok. Pourquoi j'ai fait... Non. Mars 2021. C'est la publication, le 12 mars. Mais je vous ai dit que le 8 février 2019, j'ai fait la première proposition de sortie de crise à l'Union africaine. Et l'Union africaine a reconnu. Il y a un monsieur de l'Union africaine qui a dit que c'est nous avons tort. Vous nous avez écrit plusieurs fois. Aujourd'hui, vous le dites, solennellement aujourd'hui, nous sommes le 9 juillet 2021. Vous le dites solennellement, vous êtes prêt à rencontrer le président Tshisekedi pour parler du Congo? Christian Lusakweno, je ne suis pas là pour rechercher du sensationnel et que des gens prennent un bout pour dire Fayulu cherche les dialogues, ok? Mais Fayulu cherche du travail. Quel travail il va chercher? Je suis incorruptible. Je n'ai pas parlé de corruption. S'il vous plaît, non, mais j'ai même posé des questions. On a parlé de discussion. Votre question, mais je vous ai répondu à votre question. Mais qui dit négociation ne dit pas corruption. Non. J'ai dit discussion entre toutes les parties prenantes. Et je l'ai bien dit et spécifié. Qui sont-elles ces parties prenantes? Mais vous le savez, les parties Martin prenantes. Fayulu. Oui. On va dire la coalition. Bon. Non, ça pose problème. Non, ça pose problème. Ça pose problème. Non, oui, mais la coalition Lamouka, certains vous disent on en est, on n'en est pas. Le professeur Bob Kabamba, je vais vous dire les parties prenantes. Parce qu'on a discuté avec beaucoup de gens. Il avait invité qui? Je commence à vous appeler ça en ordre ou en désordre. Je vais arriver. Professeur Bob Kabamba, qui est professeur à l'université de Liège, en Belgique. Exactement. Il a dit Félix Tshisekedi, Joseph Kabila. OK? Et puis Vital Kamerhe. Donc, c'est ça qu'il a dit. Donc, son équipe. Ce sera un peu compliqué aujourd'hui. Non. Quand il dit que Vital Kamerhe, c'est pas Joseph Kabila qui va venir, c'est pas Félix Tshisekedi qui va venir, c'est pas Martin. Les discussions commencent. Nous avons fait les discussions de la CENCO. À 3 Non, seulement. Attendez, je vais arriver. Nous avons fait les discussions de la CENCO. J'ai fait comme ça, vous voyez, j'ai continué. Nous avons fait les discussions de la CENCO. Les discussions de la CENCO, c'était des discussions entre Joseph Kabila et Tshisekedi. Mais c'est nous qui avons représenté les deux. Donc, j'ai terminé. Et Vital Kamerhe. De ces côtés-là, c'était FCC Cash. De l'autre côté, il y a Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Adolphe Moussitou, Martin Fayulu. OK? Donc, il y avait ces 7-là. Ces 7-là, et on discutait à l'époque, voir, pourquoi pas Modeste Bahati. Parce que si... il était ni dans l'un ni dans l'autre, voilà, à l'époque. Pourquoi pas Modeste Bahati? On a discuté. Vous pouvez demander à Bahati. On a discuté. OK? Donc, ce sont les parties prenantes politiques. Donc, si vous mettez les parties prenantes, vous discutez, et nous allons avoir une solution. Jusqu'aujourd'hui. Non, mais la réunion a été convoquée, sauf Bahati qui n'était pas là. Le prof Kabamba a convoqué sous le financement de l'Union européenne les forums de haut niveau. Mais il y a des ambassadeurs qui ont demandé aux autres de ne pas venir. OK? Mais nous étions là. Hein? Les gens de notre camp, la MOCA, dans son ensemble, étaient là. Mais on a dit à certaines personnes de ne pas venir. Il n'y a pas 36 solutions que les parties prenantes se rencontrent, discutent et trouvent une solution. C'est pour cela que j'ai dit la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI doit être consensuelle. On doit retirer cette loi. Les partis doivent s'asseoir et dire qu'est-ce qu'il y a de bon dans la loi qui a été proposée votée au Parlement. Qu'est-ce qu'il y a de bon chez la MOCA? Qu'est-ce qu'il y a de bon chez les autres? C'est tel ou c'est tel autre. Et nous allons, et c'est pour le bonheur du peuple congolais. Si des gens viennent ici pour se faire de l'argent, si les gens viennent ici pour regarder leur situation personnelle et ils prennent des décisions par rapport à ça,
le peuple congolais ne suivra pas. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe à Goma. Okay? Aujourd'hui, vous voyez la misère du peuple. Vous allez parler d'état de siège, on n'a pas beaucoup continué. Est-ce qu'on a arrêté les tueries? La ville de Beni, avant, dans l'état normal, civil, ces tueurs ne sont jamais entrés au centre-ville. Aujourd'hui, ils sont au centre-ville. Qu'est-ce qui se passe? Les gouverneurs commencent à parler des prélèvements de taxes, commencent à parler des constructions des routes. L'état de siège, il va durer combien de temps? Pourquoi on n'a pas fermé les frontières pendant... Parce que l'état de siège a été décrété pour une période d'1 mois, d'abord. Mais pourquoi, pendant 1 mois, on n'a pas fermé les frontières, traqué tous ces gens-là pour dire, bon voilà, on a trouvé une solution. Vous allez dire que c'est une guerre asymétrique. Oui, si c'est asymétrique, vous fermez les frontières, vous rentrez dans les quartiers, vous envoyez tous les militaires formés que le Congo a, vous les envoyez là-bas avec l'aide de la MONUSCO et même des partenaires étrangers pour éradiquer cela. Monsieur Martin Fayulu, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Si se termine cette édition spéciale, j'espère que les brebis seront contentes que le berger leur ait aujourd'hui adressé la parole, parce que vous êtes très avare de parole. Et nous espérons vous avoir très, très bientôt de nouveau, peut-être à l'occasion d'un nouveau rebondissement politique, puisque notre pays en compte beaucoup dans les ondes de Top Congo FM. Merci beaucoup. On parle quand il faut parler. On parle quand il faut parler. Et on ne parle pas tout le temps. Vos auditeurs, merci à eux de me réclamer. Mais on n'a pas abordé un sujet qui me tenait à cœur. C'est le sujet sur le tribalisme. Le tribalisme est devenu un problème dans ces pays. Vous savez, je suis né à Kinshasa, je suis Kinois et je le revendique. La première fois que j'ai quitté le sol de Kinshasa, je ne parle pas de Mbanzangungu où j'allais Kisantu, c'est juste à côté. Mais la première fois que j'ai quitté le sol d'ici, c'était pour aller en Europe étudier. Je ne connaissais pas, je ne connais pas. J'ai étudié avec les amis. Nous, c'était les quartiers. Vous êtes de quel quartier? Vous êtes de quelle école? Il n'y avait pas de tribu. Et vous savez, quand je voyais Etienne Tshisekedi, je l'ai rencontré. Vous savez, j'ai dit, tout est toi où? Il me disait, ah, où est toi où? Il me dit, mais Martin, continue. J'ai dit, oh, l'équipe est là, tout. Donc, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, on installe des milices tribales dans ce pays. Je ne peux pas comprendre qu'on devienne des chefs de clans. Comme Mobutu l'avait dit, qu'il n'était pas chef de clan. Aujourd'hui, c'est chef de clan. Clan financier et clan tribal, ce n'est pas les Congo. Les Congo n'a pas cette vocation. J'étais très content quand j'étais étudiant, quand les Congolais se voyaient, ah, mon amboka Sangoboni. Ça, c'est limité là. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup de tribalisme. Aujourd'hui, beaucoup de propos dans le chef de vos adversaires et même aussi dans le vôtre sont tenus par les militants des uns et des autres. Est-ce que vous comprenez le silence des leaders qui ne se prononcent pas contre ce tribalisme? Mais non, mais mes militants ne parlent pas. Moi, je ne suis pas tribal. Les idées, je suis le président. Madame Marie-Jeanne Louaka est vice-présidente. Non, la question n'est pas des compositions des partis politiques. Mais les gens qui en parlent ou qui n'en parlent pas, parce que les gens qui ont créé, vous créez une situation et vous n'avez que les gens d'une tribu. Que voulez-vous que les gens fassent? Et quoi, vous n'avez que les gens d'une tribu? Mais vous le savez. Non, justement, je ne sais pas. Non. S'il vous plaît, la milice tribale qu'on a amenée à Kinshasa et la milice tribale qu'on a transportée à Lubumbashi. C'est quoi cette milice tribale? Les gens qu'on a été trouvés à Kingaboua en train d'être formés, vous n'en parlez pas. Mais les gens qui ont essayé de projeter, parce que c'est une projection, en psychologie ça s'appelle projection, qui a failli lutter tribal. Mais vous voulez que je vous cite 10 de mes amis intimes? Parce que j'ai commencé avec les partis, vous ne voulez pas. Mais les gens peuvent faire les recherches. Non, on a bien compris que vous êtes Congolais dans l'âme. Mais est-ce que vous critiquez, est-ce que vous condamnez ceux dans votre camp qui versent dans ce tribalisme? Il n'y a pas dans mon camp. Il y en a. Il y en a. S'il vous plaît. Non, il y en a. Attendez. On ne s'en prend pas. Non, s'il vous plaît, il y a des épiphénomènes. Il y a des épiphénomènes. Mais est-ce que vous les condamnez? Bien sûr, je les condamne. Mais comment? Vous n'avez pas suivi dans mes meetings où j'ai dit, j'ai même récité Tatabo, Ekolobo, pas Tata, Ekolobo, Moko, Mbokabo, Moko. Vous n'avez pas entendu? Mais ce n'est pas d'aujourd'hui.
Depuis février 2019, je condamnerai parce que le Congo n'a pas vocation à être tribal. Le Congo, c'est 2 345 000 km². Le Congo, c'est toutes les tribus. Allez partout dans les musées, vous allez voir les tribus du Congo. Les Congos sont là. Donc, les tribus congolaises sont là. Donc, je condamne cette affaire de tribalisme. Et je condamne les gens qui ne savent rien faire, qui ne peuvent pas sortir de ces carcans tribaux parce qu'ils n'ont pas d'autres ressources. Quelqu'un qui a des ressources en lui, ne peut pas se livrer au tribalisme. Parce que le tribalisme, c'est quoi? Ça veut dire que c'est un repli inutile, identitaire, inutile. On croit qu'on est protégé par les gens en soi, ou les siens. Christian Lusakeno, faites attention. Je dis toujours à mes amis qui sont du Congo central, je prends cet exemple-là. Si vous dites qu'il y a nous les nœuds Congo, vous savez ce qui s'allait se passer? Allez à Matadi, mettez tous les nœuds Congo en réunion. Ils vont regarder qui est de la Lukaya, qui est du Cataracte, qui est du Bas-Fleuve. Et quand vous allez prendre ceux du Bas-Fleuve, ils vont regarder et ainsi de suite. Arrêtez cette affaire-là. On nous a entraînés en 1960 sur cette affaire du tribalisme. Il y a eu des sécessions, il y a eu des exactions. Et je suis parti à Kikwit. J'ai vu des communautés. Je suis parti voir mes frères et sœurs. Et je l'ai dit, Luba, qui m'ont dit, mais Président Fayulu, qui vous a dit qu'on a tué les Luba ici? Nous avons voté pour vous. Nous sommes ici à Kikwit, il y a 3 vagues. La première vague, quand il y a eu les problèmes entre les Loua et les Luba. 60. Deuxième vague, quand les diamants s'est tari là-bas et nous sommes venus ici. Troisième vague, avec les phénomènes Kamona Sapo. Les boutiques que vous voyez là, c'est à nous. On va aller, quel est le tribalisme? Et j'ai demandé à la MONUSCO, qui a dit qu'on a tué mes frères et sœurs Luba à Kikwit. La MONUSCO est partie. 0 Luba tué. Mais on a tué beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Mais quelqu'un qui va dire que non, je ne sais pas pourquoi on a tué ma communauté. Quelle communauté? On ne sait même pas pour qui cette communauté a voté, simplement parce qu'ils sont de la même tribu que moi. Ça n'existe pas et ça, c'est très dangereux. Si on est partisan, si on est chef de clan, allez-y être chef de clan. Mais moi, je suis le président élu de tous les Congolais et je travaille et je travaillerai pour tous les Congolais. Christian Lusakeno, élection en 2023, c'est constitutionnel. Il n'y a pas de glissement possible. Peuple congolais, je profite du micro du Top Congo pour vous dire que surveillez les religieux. Surveillez les religieux. Je vous le dis clairement, et les religieux m'entendent. Je l'ai déjà discuté avec eux. Personne n'envoie un délégué à la CENI politisé. Personne. Surveillez tout le monde. Soyons prêts. Même avec cette affaire des Covid, nous gérons avec l'affaire des Covid. Surveillons ça pour qu'on aille de l'avant. Ce qu'il nous faut aujourd'hui. Nous devons réclamer les rapports mapping. Il faut que la justice soit faite au Congo et aux Congolais. Il faut que justice soit faite. Ces rapports que le docteur Mukwege réclame tant, il faut que ces rapports soient ressuscités, qu'on mette sur la table. On ne peut pas taire ce que nous avons connu, les souffrances. On ne peut pas taire. Il faut discuter de cette affaire et puis faire la paix avec tout le monde. Donc, nous réclamons ce tribunal pénal international pour la RDC et peuple congolais, nous allons nous développer. Nous n'avons pas vocation à être appelés pays extrêmement riches en ressources naturelles et pays extrêmement pauvres. Nous sommes classés parmi les 10 pays les plus pauvres du monde. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Monsieur Martin Fayulu. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers auditeurs. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale. Prochain rendez-vous bientôt. L'actualité continue sur votre radio. Merci à l'équipe YouTube et Facebook, l'équipe vidéo conduite par Didi Binsika avec Patrick Mungongo et Dani Zayobi d'avoir permis la réalisation de cette émission. À très bientôt, Monsieur Fayulu. Merci à vous.